Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le sport et les droits humains. Je m'appelle Narges Guettat, je suis responsable de la mobilisation et de l'éducation aux droits humains ici chez Amnesty International Canada francophone. Et c'est moi qui modérera et animera le webinaire aujourd'hui. Je me joins à vous à partir de Tiohtià:ke ou Montréal, où sont situés les bureaux d'Amnesty International Canada francophone. Nous tenons à reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je sais que nous comptons parmi nous des participantes et participants de partout au Québec et même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans la conversation de quel territoire vous vous joignez à nous. Si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine du territoire sur lequel vous êtes situé, je vous invite à consulter l'outil de cartographie Native Land, qui va bientôt être partagé dans la boîte de conversation. Cette conférence virtuelle est la deuxième de notre série de webinaires de cet automne et nous sommes très heureuses et heureux de vous accueillir parmi nous. Je vais poursuivre en faisant le point sur quelques détails techniques. Puis, je présenterai la thématique du webinaire ainsi que nos panélistes. Par la suite, débutera la discussion avec nos panélistes et finalement, il y aura bien sûr une période pour les questions et les réponses. Pour les détails techniques, vous avez dû remarquer que votre micro est désactivé pour une meilleure audibilité des panélistes. Vous pouvez converser avec les animatrices et les participantes et participants via la boîte de conversation. Vous pouvez poser vos questions pour les conférencières et conférenciers via la boîte questions-réponses. Si vous tweetez en direct du webinaire, n'oubliez pas de nous identifier en utilisant notre identifiant sur Twitter, @amnestyca. La conférence d'aujourd'hui a pour thème le sport et les droits humains. Comme vous le savez peut-être, du 21 novembre au 8 décembre 2022 sera organisé au Qatar l'un des plus grands événements sportifs au monde. Il s'agit de la Coupe du monde de soccer. Coupe du monde, Jeux olympiques et autres manifestations sportives d'envergure fascinent et rassemblent des millions de personnes à travers le monde. Mais les droits humains sont souvent mis sur la touche et passés sous silence, comme ce fut le cas en 2018 lors de la Coupe du monde de soccer en Russie ou en février 2022 lors des Jeux olympiques d'hiver organisés en Chine. Exploitation, violences policières, restrictions à la liberté d'expression et de réunion, réinstallation forcée, droits des travailleurs sont autant de violations des droits humains observées dans ces pays. Ces diverses réalités amènent à s'interroger sur la relation entre le sport et les droits humains, notamment la complexité du rapport entre le sport et la défense des droits humains, du sport washing ainsi que de la pertinence du sport comme outil de défense des droits humains. C'est à ces enjeux que nous allons nous intéresser ce soir avec trois panélistes, professeur Myriam Trilch, Jean-Luc Brassard ainsi que Michael Guerrier. Je vais donc présenter les conférencières et conférenciers de ce soir que nous sommes ravis d'avoir avec nous. Nous les remercions toutes et tous d'avoir accepté de prendre la parole ce soir malgré leur emploi du temps chargé. Professeur Myriam Trilch est professeur de droit constitutionnel et de droit international des droits de la personne au département des sciences juridiques de l'UQAM et est la directrice de la clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM depuis 2011. Elle se spécialise dans la recherche-action en matière de droits humains. Et dans le cadre de ces recherches, la professeure Trilch a collaboré avec de nombreuses organisations de défense des droits humains et a notamment dirigé l'élaboration de plusieurs rapports parallèles destinés au comité onusien. Michael Guerrier, animateur et chroniqueur, Michael fait partie de l'équipe de RDS dans diverses émissions, dont le 5 à 7, le basketball de la NBA et les 3 étoiles depuis 2020. Il anime aussi depuis 2021 l'émission d'information Le Fil Week-end sur Nouveau.
Il intervient également chaque semaine à la radio à travers le réseau Bell Média avec sa chronique Sport et Société et autres chroniques d'humeur. Jean-Luc Brassard, champion olympique en 1994 aux Jeux de Lillehammer en ski acrobatique, il est monté 50 fois sur le podium en Coupe du Monde et a participé 4 fois aux Jeux olympiques de 92 à 2002. Jean-Luc est membre du Temple de la renommée des sports du Québec et du Temple du ski des Laurentides et du Temple canadien du ski. Il agit comme ambassadeur de l'esprit sportif, programme instauré par le gouvernement du Québec pour contrer le harcèlement et l'intimidation dans les sports. Jean-Luc a parcouru la province à la rencontre de milliers d'étudiantes et étudiants et de jeunes sportifs et sportives prônant un sport plus éthique, responsable et bienveillant. En 2016, alors que Jean-Luc Brassard était chef de mission pour la délégation canadienne aux Jeux de Rio, il a démissionné de son poste, étant inconfortable avec la position officielle du Comité olympique canadien, alors aux prises avec des agissements de harcèlement et d'intimidation au sein de l'organisation. Le temps est maintenant venu d'accueillir notre premier conférencier de la soirée, Mickaël Guerrier, afin qu'il nous en dise plus sur le sportwashing et sur sa perspective sur l'intersection entre le sport et les droits humains en tant que journaliste. Mickaël, la parole est à vous. Voilà, un classique, encore sur mute. Merci de me recevoir. Merci de m'avoir invité surtout. J'ai l'honneur de débuter la conférence. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai une expertise quelconque, mais c'est clair que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je regardais le titre du professeur Trilch, la professeure Trilch, et je me disais, ouais, mon titre est un peu court, animateur, chroniqueur. Jean-Luc, on n'a pas besoin de le présenter, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle aussi personnellement. Je le dis de plus en plus sur plusieurs tribunes, je vais à la Coupe du Monde, puis je le dis d'emblée parce que je pense que c'est important d'être transparent, puis je pense que c'est important de continuer à faire mon métier, mais le faire de manière consciente, c'est-à-dire de comprendre les enjeux, de comprendre comment on participe à ces enjeux aussi comme chroniqueur ou comme journaliste sportif et comment on peut aussi témoigner de ces enjeux-là en étant sur place puis en discutant. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est sportswashing parce que j'en ai parlé, je pense que c'était surtout autour des Jeux de Pékin. D'ailleurs, Jean-Luc et moi, on avait participé à d'autres conférences et on avait eu des discussions en dehors, d'ailleurs, de cette conférence sur l'impact, mais aussi l'implication des différents comités olympiques. Là, dans la situation où on parle en ce moment, on parle de fédération de soccer, mais pour moi, ça se ressemble beaucoup. Le CIO, la FIFA, des organisations qui sont énormes et qui sont susceptibles d'être corrompues. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a un documentaire, d'ailleurs, je me propose de le regarder d'ici quelques jours sur Netflix, sur les scandales de corruption de la FIFA, tout l'historique. Ce sont des choses qu'on sait déjà, mais qui, mis bout à bout dans un documentaire, ont un impact un peu plus fort. Et lorsqu'on entend les commentaires de Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, qui était justement à la tête de la FIFA quand la Coupe du Monde a été accordée au Qatar, qui dit que c'était une erreur, puis qu'on comprend tout ce qu'il y a eu comme jeu de coulisses, bien, on se rend compte que le sport est un enjeu géopolitique quand même important, dans le sens où l'image que le sport projette, la force du sport aussi, le fait que le sport soit international et qu'il transcende un peu les cultures, les communautés, bien, ça en fait un véhicule très intéressant pour certains pays, certains dirigeants pour redorer leur blason, pour nettoyer un peu leur réputation. Il ne faut pas non plus être naïf pour se rendre compte que bien, même les pays dits occidentaux ou démocratiques, bien, eux aussi ont un avantage à présenter ce genre d'événement et à participer à ce genre d'événement-là. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une certaine fierté à participer aux grands événements sportifs. La différence entre les Jeux olympiques et la Coupe du monde de la FIFA, par exemple, c'est que les Jeux olympiques, et c'est vraiment Jean-Luc, encore une fois, je vais le citer quelques fois parce qu'il m'a vraiment inspiré certaines recherches, certaines lectures également.
bien, qu'on se rend compte que les Jeux olympiques, par exemple, d'hiver, bien, sont moins gros que ceux d'été, mais ils sont aussi moins gros qu'un spectacle de sport unique qu'est la FIFA, où tous les pays sont impliqués. Bien, c'est sûr que la Coupe du monde de la FIFA a un poids énorme et un attrait énorme pour la planète. Donc, l'impact est d'autant plus grand si, d'un côté, on y participe, mais aussi si on l'organise. Et c'est un peu ce qui se passe présentement avec la Coupe du monde. Vient avec ça cette image, ce désir de redorer son blason avec des événements sportifs d'envergure plutôt, vient aussi comment dire, pas cette manie, mais ben, on peut dire que c'est presque un livre ou un modus operandi de nettoyer, entre guillemets, ou d'imposer sa vision du monde avec la tenue de ces événements-là. On parle du Qatar, on a parlé de la Russie il y a 4 ans, mais on pourrait aussi parler des Jeux de Rio, par exemple. Il y a eu beaucoup de problèmes aux Jeux de Rio. On a déplacé des gens, on a voulu cacher tout ce qu'on avait comme problème de pauvreté. En Grèce, on a dépensé des milliards de dollars pour des installations qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Donc, il y a toujours de l'abus dans ces événements-là. On parle surtout d'abus financiers. Ce qui se passe maintenant ou depuis quelques années, c'est que l'abus n'est pas seulement financier, mais il est également humain, dans le sens où on va abuser de certaines personnes. Et au Qatar, c'est un problème. C'est documenté. On parle de 6 000 travailleurs, pour la plupart des migrants, qui sont morts. 6 000 personnes décédées pour la construction de stades, pour la construction d'installations. Et là, on ne parle même pas des problèmes par rapport à l'écologie, les stades qui seront climatisés, tout ce qu'on a déplacé également. Il va falloir déplacer de l'eau également, il va falloir arroser ces pelouses-là. Donc, on a énormément de problèmes et une des raisons pour lesquelles bien, ce sont ces pays-là, disons, des pays où les droits humains ne sont pas respectés et où la population ne jouit pas des libertés qu'on connaît en Occident, bien, c'est que les pays occidentaux ne veulent plus tenir ces grands événements, ou très peu de ces pays-là veulent tenir ces événements-là, parce que oui, il y a la corruption, mais il y a aussi les coûts faramineux qui viennent avec. Donc, on se retrouve avec la Russie et également le Qatar qui ont obtenu les 2 dernières Coupes du monde. À partir de là, je pense que c'est important de le dire et c'est important aussi d'être sur place, de le voir. Et je le disais à la radio aujourd'hui, j'ai croisé Raymond Saint-Pierre, l'ancien journaliste de Radio-Canada, sur un plateau de télé, puis on discutait du bureau de Radio-Canada en Chine qui était fermé. Puis il disait que c'était important, même si c'était dans un pays où la liberté de presse, disons, était plus que limitée, c'était important d'avoir un organe de presse sur place parce qu'on pouvait témoigner, on pouvait parler à des gens, on pouvait comprendre ce qui se passe, même si c'est très opaque. Je pense que c'est pour ça que c'est important de parler de cette Coupe du monde-là. Et là, bien sûr, il y a ce dilemme entre est-ce qu'on présente les matchs, est-ce qu'on boycotte, est-ce qu'on assiste aux matchs, est-ce qu'on boycotte. Je pense que c'est un débat pour moi personnellement qui est très difficile, mais qui a de la valeur. Il faut en parler, il faut exposer et il faut discuter et se poser ces questions-là. Il y a plusieurs villes en France qui ont décidé de ne pas installer d'écran géant, par exemple, ont décidé de ne pas célébrer cette Coupe du monde-là. Ben, il faut être capable de recevoir cette critique-là et d'écouter et de comprendre ce qui est en train de se passer au Qatar et dans d'autres pays aussi, parce que là, aujourd'hui, on parle du Qatar, mais bientôt, on va parler de l'Arabie saoudite aussi. On va parler peut-être de la Chine encore potentiellement. On va parler de d'autres pays qui sont toujours à la limite du totalitarisme, mais qui font aussi affaire avec des pays occidentaux. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation où tout est entremêlé et c'est très difficile de se détacher complètement de ces relations-là. Parce qu'une des choses, et je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais une des choses que je souligne beaucoup depuis quelque temps, c'est qu'on a remis sur les individus des responsabilités qui devraient revenir à la société ou à nos gouvernements. Je m'explique. On demande, par exemple, aux athlètes de se prononcer contre certains régimes, que ce soit en Chine aux Jeux ou à la Coupe du monde. J'entendais ou j'ai lu plutôt aujourd'hui
Gareth Southgate, qui est l'entraîneur de l'équipe anglaise, qui disait, ben oui, je pense que les joueurs vont pouvoir dire ce qu'ils veulent pendant cette Coupe du Monde et pouvoir critiquer les droits humains au Qatar. Mais parallèlement à ça, la FIFA a interdit l'équipe du Danemark de pouvoir porter des chandails qui mettaient la lumière sur le traitement des communautés marginalisées au Qatar. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment il y a une espèce de dissonance, il y a une espèce de double standard où on demande aux athlètes d'être ceux qui doivent critiquer, qui doivent parler, qui doivent prendre la parole alors qu'ils sont là pour performer. Et de l'autre côté, lorsque on a soit des gouvernements ou des équipes qui tentent de le faire, bien là, on se retire ou on le fait à demi-mot. Et en même temps, on continue à faire avec ces pays-là, que ce soit par la vente d'armes, que ce soit par l'achat de ressources naturelles comme le pétrole, entre autres, alors que les athlètes, eux, sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Et c'est là que ça devient difficile ensuite d'évoluer, de critiquer ou d'analyser la situation. Mais je pense que c'est au gouvernement de prendre leurs responsabilités. Mais ça, on le sait, c'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup de politique en jeu et c'est très difficile de tracer la ligne de manière très claire et de dire non, on ne fera pas affaire avec ces pays-là, non, on ne participera pas aux célébrations sportives dans ces pays qui ne respectent pas les droits humains. Mais on a fait un pacte avec le diable, tout simplement. Puis ça, on l'a fait en 2008 avec les Jeux en Chine, les premiers Jeux d'été en Chine. Et depuis, la situation se dégrade. Donc, je vois pas j'ai pas de solution pour qui que ce soit, mais de mon œil critique d'analyste, je me rends compte qu'il y a énormément d'enjeux. Puis il va falloir, comme société, à un moment donné, décider ce qu'on veut faire, puis comment on veut le faire, puis ce qui est important pour nous. Est-ce que le plus important, c'est de participer à ces manifestations sportives et de se servir de ça pour mettre de la pression sur ces gouvernements-là? Ou est-ce qu'on y participe sans rien dire puis on se cache? Est-ce qu'on boycotte? Je pense qu'il y a énormément de questions à se poser à ce niveau-là, mais je n'en vois pas immédiatement la résolution. Je vous remercie, Michael, de nous avoir partagé votre perspective et d'avoir porté à notre attention les enjeux liés au sport washing et ses impacts. Je passe à présent la parole à Jean-Luc Brassard, qui nous présentera sa perspective en tant qu'ancien champion olympique sur les compétitions sportives internationales, notamment les Jeux olympiques et leur impact sur les droits humains. Jean-Luc, la parole est à vous. Oui, bonjour. Merci, Michael, belle présentation. Ça l'a bien résumé toute la situation. Le point de vue, je ne peux pas dire que c'est le point de vue de tous les athlètes, ça ne concerne que moi et je suis un ex-athlète, alors c'est certainement pas le point de vue de tous. Mais une des raisons pour laquelle les athlètes ne sont pas tellement vocaux par rapport à ces situations, en tout cas dans le milieu olympique, c'est peut-être complètement différent dans le milieu du soccer professionnel, tout simplement parce qu'il y a une certaine liberté financière au niveau des joueurs de soccer internationaux là, qui leur permet quand même d'avoir un petit peu plus de latitude. Mais au niveau des athlètes olympiques, une des raisons pour lesquelles ils sont si peu vocaux, mais comme Michael l'a dit, ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire qu'ils peuvent difficilement faire le choix d'où sont placés les Jeux olympiques, quoique ça pourrait avoir un certain apport. Mais c'est que si ils se dressent contre les décisions suprêmes qui sont prises par les différents comités olympiques nationaux et le Comité international olympique, bien, ils risquent d'en subir les conséquences. C'est-à-dire que les sélections peuvent peut-être être plus difficiles. On va peut-être leur faire sentir aussi qu'ils ne sont pas trop bienvenus de faire savoir leur point de vue. On les tolère jusqu'à un certain point, mais pas trop longtemps, là. Alors, c'est particulièrement difficile. Et comme une grande partie de la survie d'un athlète dépend malheureusement des Jeux olympiques, non pas parce que c'est une compétition qui est tellement plus difficile que les autres. En fait, techniquement, elle est un peu plus facile que certaines autres parce que, évidemment, tous les meilleurs des sports sont présents aux Jeux olympiques, mais ce ne sont pas l'entité des excellents athlètes qui sont présents. Je m'explique.
Prenez l'équipe autrichienne de ski alpin. Les 10 meilleurs peuvent gagner une épreuve de Coupe du monde, mais pendant les Jeux olympiques, ils sont contingentés à 4. Alors, vous enlevez 6 adversaires redoutables en partant pour la présentation d'une Olympiade. Alors, comme la vitrine, leur vitrine pour se faire valoir est si petite, parce que toutes les caméras se donnent rendez-vous aux Jeux olympiques, mais très peu à d'autres grandes compétitions comme les championnats du monde ou les Coupes du monde, alors que tous les meilleurs athlètes là sont présents à ces rendez-vous. Malheureusement, souvent, la télévision, elle, ne l'est pas. Alors, la vitrine pour se faire valoir, c'est quelques secondes à tous les 4 ans. Donc, s'il faut commencer à protester envers les différentes présentations d'épreuves à ces événements, ça peut facilement déconcentrer un athlète et puis surtout le mettre au banc, le rendre dans une situation qui va être difficile en vue de performer. Au niveau du soccer, quand on regarde les contrats paranoïques de certains joueurs de soccer, on peut comprendre que à tout le moins, on peut deviner que certainement leur suite financière, le reste de leur vie devrait être quand même assez bien assuré, là, à moins qu'ils fassent des bourdes monumentales. Mais il y a toujours ce petit côté-là décevant, dans le sens, on est tous des humains. Un jour, on va devoir travailler ensemble, un jour ou l'autre, et de voir que si cavalièrement, on fait abstraction de tout ça. On en parle aujourd'hui du Qatar, mais c'est en 2008 qu'il fallait en parler davantage lorsque lorsque le pays a été sélectionné. Et il faut voir l'envergure de l'affaire aussi. Le Qatar, pour les gens qui sont au Canada, c'est principalement au Québec. Le Qatar, c'est grand comme la Montérégie, à quelques kilomètres près. Et sur ce territoire, on construit 8 stades olympiques colossaux. Imaginez, alors 8 stades olympiques, c'est quand même pas rien pour un si petit territoire. Évidemment, dans ce pays, on peut comprendre que les ressources financières sont illimitées. On se cherche probablement même des déboursés, question de faire des pertes. On a vu que l'État qatari, maintenant, met son logo sur différents maillots d'équipes de soccer à travers le monde, ce qui est une excellente publicité. En fait, on a tellement d'argent qu'on veut s'ouvrir au monde jusqu'à un certain moment et on profite de ce tremplin. Le paradoxe, certainement, c'est qu'il n'y a pas de passé sportif au Qatar. On prend la voie rapide en s'octroyant le plus gros événement planétaire. Comment on y est arrivé? Je pense que moi aussi, je suis très curieux de voir cette suite d'événements sur Netflix là, qui va être présentée, de voir comment ça s'est... C'est une enquête par le FBI qui s'est faite avec un délateur qui était très près du mouvement de soccer des Antilles et qui était devant lui plus de 100 ans de prison s'il ne se mettait pas à table. Alors, il a décidé de se mettre à table. Il semble-t-il que les révélations sont pour le moins spectaculaires. En fait, ils ont même surpris les gens du FBI. Et ça m'amène à un autre point qui est similaire avec le comité olympique et on peut le retrouver aussi sur probablement les impacts de la Coupe du monde. Est-ce que c'est vraiment démocratique, tout le procédé, sachant que les vrais pays démocratiques, ceux qui ont un droit de vote, un peu comme on a la chance d'avoir ici, il y en a très peu à travers le monde. Et la manière de fonctionner, c'est par des enveloppes. Alors, c'est d'un naturel pour certains pays de recevoir une enveloppe en échange d'un vote. On l'a vu, en fait, on l'a expliqué au comité organisateur de Salt Lake City qui avait dépensé 3 fois 20 millions de dollars, 4 fois 20 millions de dollars pour être ville candidate, jusqu'à ce que quelqu'un leur dise qu'il fallait qu'ils donnent des scholarships aux membres votants. Les membres qui devaient inspecter les différentes villes olympiques, quant à eux, étaient payés 250 000 $ avec toutes dépenses payées pour aller faire un peu le survol des villes olympiques et faire un joli rapport, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait besoin des pots de vin également, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que Salt Lake City a obtenu les Jeux de 2002. On pensait que c'était fini, et on s'est rendu compte que les Jeux de Rio ont été obtenus de la même façon, avec encore une fois des belles paroles. On disait des beaux stades. Certains stades vont être démantelés, vont être produits en Amazonie pour en faire des écoles. Et on était même les porte-paroles de tout ça devant ces belles paroles, mais pour finalement se rendre compte que tout ça, c'était du bluff. Toutes les infrastructures olympiques de Rio sont maintenant à l'abandon total, peut-être sauf le stade Maracana qui, après avoir été absent pendant 6 ans de temps, après avoir été à l'abandon pendant 6 ans de temps, est maintenant réutilisé jusqu'à un certain point, mais tout le reste, c'est maintenant des éléphants blancs inutilisés. On a dépensé 12 milliards de dollars pour 2 semaines de fête dans une ville où c'est des centaines de milliers de personnes, sinon des millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable ou aux égouts. Alors, drôle de choix de société. Et à un moment donné, il va falloir vraiment l'approfondir, ce choix-là. Et ironiquement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il semblerait que les commanditaires, finalement, aient un mot à dire dans tout ça. On l'a vu au Canada avec certains commanditaires qui se sont désistés de certaines fédérations.
c'est un petit pas en avant, ce n'est pas le grand pas qu'on souhaiterait, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, quelques mois à peine, des fédérations, des organisations disaient vouloir garder tous les pires services au monde sous silence de peur de perdre les commanditaires. Mais les gens, c'est le fun de voir un peu la réaction humaine. Les gens ne sont pas fous. À un moment donné, oui, on peut acheter des beaux vêtements qu'on aime, mais on achète aussi une raison sociale. Et je pense que de plus en plus, ça va être nous d'être responsables. Est-ce qu'on veut acheter les produits de ces compagnies qui sont commanditaires, entre autres, de ce qui se passe au Qatar, où les droits humains sont aussi tout ce qui est le plus discutable. On a les grands commanditaires de bière américains qui ont décidé de continuer l'aventure avec le Qatar, mais il y a aussi cette compagnie de bière allemande qui, elle, a décidé de faire sa publicité sur l'anti-Coupe du Monde dans ce pays. Et bon, il s'agit de voir comment ça va se répercuter sur les ventes, mais l'impact social, en regardant comment la publicité en question a été vue à travers le monde, permet de croire qu'il va peut-être avoir une sensibilisation qui va se faire non pas par les dirigeants, parce qu'on semble avoir un certain, disons, un manque de colonne vertébrale chez certains dirigeants pour se tenir debout, mais une sensibilisation qui va se faire d'abord et avant tout par les individus pour essayer de changer les choses. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette présentation très intéressante et qui pousse à la réflexion. Nous allons maintenant passer à la dernière présentation de la soirée. Professeur Mireya Trilch va nous présenter différentes stratégies pour faire face à des enjeux de droits humains entourant le sport. Professeur Trilch, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à mes deux copanélistes également. Alors, moi aussi, je vais commencer avec une divulgation 100% transparence. Moi, j'adore les grands événements sportifs et surtout la Coupe du monde de soccer, de foot, durant laquelle je porte fièrement mon chandail de la Mannschaft de l'équipe nationale allemande. Alors, tout ça pour dire que ceux et celles qui critiquent ces événements ne sont pas nécessairement des personnes qui haïssent le sport ou qui n'y s'intéressent pas. Mais je pense que s'intéresser au sport, ça ne signifie pas qu'on doit ou qu'on veut mettre de côté toute autre préoccupation, et notamment la cause des droits humains. Alors, voici comment je prévois m'y prendre pour les 15 prochaines minutes. Je pense que je n'ai pas le contrôle sur mes diapositives. Est-ce que ça se peut? OK. Donc, je vais commencer avec un petit topo sur le mythe de la nature apolitique du sport, parce que je pense qu'il s'agit là du premier obstacle quand il s'agit de parler de droits humains et de sport. Et dans un deuxième temps, j'aimerais parler des stratégies de défense des droits humains que nous pouvons observer aujourd'hui, de leur potentiel et de leurs défis. Alors, on va commencer avec la question de base, le nerf de la guerre. Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est permis, de mêler ces deux thématiques, le sport et les droits humains? Et il y a une semaine, la FIFA a rappelé aux équipes qui participent à la Coupe du monde de 2022 que c'est le moment de se concentrer sur le jeu et de ne pas se faire entraîner dans toutes les batailles idéologiques et politiques qui existent. Ce n'est pas clair si la FIFA considère les droits humains comme un enjeu idéologique ou comme un enjeu politique, mais visiblement pas comme un enjeu juridique, ce qui est un peu perturbant en soi. Le gouvernement du Qatar a enchaîné il y a quelques jours en disant que ce discours de défense des droits humains, surtout quand il émane des pays occidentaux comme l'Allemagne, était hypocrite et même raciste, car aucun autre pays hôte dans l'histoire n'a été assujetti au genre de critiques qui sont dirigées contre le Qatar. Alors, ce qu'il y a derrière ces deux sorties, c'est clair, le message « Laissons les droits humains en dehors du sport » et on rejoint donc le vieux mythe que le sport soit, de par sa nature apolitique et à l'écart des enjeux de société. Je pense qu'on peut tous et toutes s'entendre sur le fait que le sport occupe une place particulière et importante dans nos sociétés. On lui attribue des vertus sociales importantes comme la persévérance, l'effort, le travail d'équipe, le respect des autres et bien d'autres. De plus, il nous permet de nous rallier derrière un intérêt partagé,
et nous offre en quelque sorte un répit des problèmes et des chicanes qui nous attendent et qui nous divisent à l'extérieur de cette paix artificielle. Par contre, le fait que le sport nous permet parfois de faire abstraction de certains problèmes et conflits, c'est souvent mal interprété dans le sens que c'est seulement si nous ignorons les problèmes et les conflits que le sport peut fonctionner. Et ça, je pense que ce n'est pas vrai. Alors, on nous présente cet apolitisme comme un élément naturel et comme une condition sine qua non de la pratique du sport à haut niveau. Ce qui est ironique dans tout cela, c'est le fait que les mêmes institutions et les mêmes personnages qui martèlent le message du caractère apolitique du sport sont en fait engagés de par leur implication dans des grands événements de sport, dans des activités qui sont en soi hautement politiques. Alors, les mega sporting events, les MSE, constituent sans aucun doute une occasion en or pour certaines élites locales et internationales de faire avancer leurs intérêts, tant sur le plan économique, mais aussi politique. Et le tout dans un contexte de contournement des processus démocratiques qui sont normalement applicables et parfois même des lois qui seraient normalement applicables. Comme Michael l'a mentionné tantôt, la fierté créée par l'accueil d'un tel événement permet souvent de faire passer des mesures qui seraient normalement impopulaires, controversées ou même illégales. De plus, et je pense que c'est devenu particulièrement évident avec la Coupe du monde au Qatar, les grands événements produisent des violations particulières des droits humains. Ils sont une sorte de microcosme à l'intérieur duquel des violations se produisent en toute impunité, par exemple par rapport aux droits des travailleurs, de la justice climatique ou les droits des populations locales. Force est donc de constater que le sport est tout autre qu'apolitique et on dirait que nous nous retrouvons en ce moment à une espèce de croisée des chemins où le grand public refuse en fait de se faire dire qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ce n'est pas le sport. Se pose alors la question, mais comment est-ce qu'on peut donner une place aux droits humains dans le sport? J'aimerais aborder 4 stratégies de défense des droits humains qu'on peut observer ou envisager. Et je vais commencer avec la première stratégie qui est de dénoncer et d'informer. Alors, différentes organisations de la société civile ont produit des rapports, monté des campagnes de sensibilisation pour dénoncer des violations de droits humains qui se sont produites dans le cadre de la préparation d'un grand événement sportif. Et le rapport que vous voyez à l'écran, prévisible et équitable, d'Amnesty International qui a récemment été publié, je pense, est un excellent exemple. Ce n'est pas nécessairement rien de nouveau. Je dirais même que depuis les Jeux de Sochi en 2014, les grands événements sportifs ont régulièrement fait l'objet de ce genre de critiques. Mais si on se trouve en ce moment dans une situation de mobilisation plus en plus grande du public, c'est précisément grâce à ce travail de plaidoyer des ONG, parce que ce travail nous fournit des informations détaillées et bien recherchées qui sont la base finalement pour pouvoir changer l'opinion du public. À part les organisations, il y a aussi de plus en plus d'athlètes individuels qui font de l'activisme. Les raisons pour le faire peuvent être multiples. Certaines personnes dénoncent des problèmes disons, inhérents au sport, par exemple la discrimination des femmes, tandis que d'autres dénoncent des problèmes plus généraux comme la crise climatique. Mais toutes et tous se fondent sur l'idée que le sport peut faire passer des messages de progrès sociaux. Alors, on peut citer des personnes comme Megan Rapinoe, Eric Cantona ou Sebastian Vettel. 2 enjeux viennent en tête en lien avec ce genre d'activisme individuel. D'une part, il peut entraîner un coût professionnel et personnel, comme Jean-Luc l'a déjà mentionné. Dans certains cas, comme celui de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, il peut même s'avérer dangereux.
comme le démontre sa disparition suite à une dénonciation de violences sexuelles. Et d'autre part, le pouvoir de faire passer des messages peut aussi être utilisé dans le sens contraire, comme Michael l'a mentionné, c'est-à-dire pour améliorer la réputation de l'événement et, par ricochet, cacher des enjeux de droits humains, un phénomène communément appelé le sportswashing. Par exemple, plusieurs joueurs de foot connus portent le titre d'ambassadeur global pour la Coupe du monde au Qatar, comme Cafu et Xavi Hernandez. D'autres joueurs connus comme David Beckham et Lionel Messi ont accepté de faire partie de campagnes publicitaires pour les agences de tourisme du Qatar et de l'Arabie saoudite, respectivement, évidemment le tout pour améliorer l'image de ces pays. Passons à notre deuxième stratégie, le boycott. Alors, le boycott d'un événement sportif, d'une part par des équipes ou des athlètes, est une stratégie qui est quand même assez vieille. Déjà en 1936, plusieurs pays et organisations ont appelé au boycott des Jeux de Berlin. Ensuite, suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS, les États-Unis ont fait campagne pour le boycott des Jeux de Moscou en 1980, ce qui a mené au boycott des Jeux de Los Angeles par l'URSS en réplique. Malgré des menaces de boycott pour la Coupe du monde au Qatar, il ne semble pas y avoir de mouvement de boycott soutenu par les États ou par leurs associations nationales. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la mobilisation pour boycotter le visionnement de la Coupe du monde et aussi pour boycotter l'achat de produits FIFA est quand même assez forte en ce moment, surtout dans certaines régions en Europe. Alors, par exemple, lors des matchs de la Bundesliga, la Ligue nationale allemande de soccer, on voit maintenant régulièrement des bannières qui appellent au boycott de la Coupe du monde. À ce stade-ci, c'est difficile d'évaluer si cette stratégie pourra, au final, produire des résultats significatifs parce que c'est quand même toujours incertain si le boycott va se faire à une échelle suffisamment large pour envoyer un signal clair. Les deux stratégies que j'ai abordées jusqu'ici étaient des stratégies de confrontation, mais la défense des droits humains peut aussi se faire sans confrontation, notamment via la collaboration. Plusieurs organismes, dont l'ONG SHIFT et le Center for Sports and Human Rights, travaillent en fait directement avec les acteurs du monde sportif dans l'objectif de les inciter et de les aider à développer des pratiques respectueuses des droits humains. Par exemple, suite à une collaboration avec SHIFT, le Comité international olympique a adopté en septembre 2022 un cadre stratégique en matière de droits humains qui s'est inspiré des recommandations de SHIFT. Ce cadre n'a évidemment aucune force juridique, mais il faut comprendre que ce n'est pas non plus ce que vise cette stratégie. Elle vise à convaincre de faire mieux. Un autre développement intéressant, c'est le fait que tant la FIFA que le Comité international olympique se sont récemment, c'est-à-dire à partir de 2017, dotés de règles plus sévères en matière d'attribution et de tenue de grands événements sportifs. Alors, le respect des droits humains figure maintenant parmi les conditions qui doivent être rencontrées par les organisateurs, notamment en prévoyant et anticipant les potentiels impacts de l'événement en matière de droits humains. Encore une fois, ces engagements n'ont peu ou même aucune valeur contraignante et dans bien des cas, les règles d'attribution ne prévoient aucune obligation de mettre en place un mécanisme de réclamation ou de réparation en cas de violation des droits humains. Alors, on peut se poser la question à quoi ça sert. Ce qui m'amène à mon dernier point. En bonne juriste, je dois évidemment me poser la question de la responsabilité légale des Sports Governing Bodies, les SDG. Malheureusement, la situation est plutôt sombre à ce niveau. Juridiquement, les SDG sont des entités privées et ne sont donc pas liées par les traités internationaux en matière de protection des droits humains. Leur imposer des responsabilités en la matière se heurte donc pas mal aux mêmes obstacles que l'application des standards de droits humains aux entreprises en général.
des standards internationaux qui sont contraignants pour des entreprises, pour des associations du genre, n'existent pas jusqu'à date. Tout de même, on constate dans le maigre registre des points positifs qu'en 2021, la FIFA a adhéré aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations unies. C'est un cadre juridique de droit international qui, encore une fois, dépend de la bonne volonté des acteurs qui s'y engagent. Mais à tout le moins, ça ouvre la porte à la dénonciation d'une violation de cet engagement fait par l'organisation. Bon, je pense que j'ai parlé assez longtemps, alors je vais m'abstenir de formuler une longue conclusion. J'aimerais quand même mentionner tout simplement que je pense que les droits humains peuvent gagner du terrain en matière de sport de haut niveau. Et d'après ce que je vois en ce moment, ils le font déjà. Est-ce qu'ils vont gagner en finale? Ça reste à voir. Mais la défense des droits humains, c'est rarement un processus linéaire. Et on verra plus tard si, disons, la mobilisation actuelle va avoir un impact durable. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Trilch. C'était très intéressant, très instructif. Une présentation qui nous permet de mieux concevoir la contribution justement du sport à la défense des droits humains. Avant de passer à une période d'échange durant laquelle les participantes pourront poser leurs questions, je tenais d'abord à renouveler nos remerciements à nos conférencières et conférenciers d'être avec nous ce soir et de nous partager leurs connaissances et leur expérience avec autant de générosité. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Je vous invite à inscrire vos questions via la boîte questions-réponses et non dans la boîte conversation afin de bien distinguer les deux. Entre-temps, pendant que les questions sont soumises, j'aimerais attirer votre attention sur une action en ligne sur notre site web, le site web d'Amnesty International Canada francophone. Il s'agit d'une pétition qui réclame à la FIFA de dénoncer les violations des droits des travailleurs et travailleuses au Qatar. Le 20 novembre prochain débutera la Coupe du monde de soccer au Qatar. Il vous reste donc quelques semaines pour agir. Le lien de cette action sera bientôt partagé dans la boîte conversation. Donc, je vous invite encore une fois à l'utiliser pour passer à l'action. Je vous invite également à consulter notre site Internet pour voir les autres ressources disponibles en lien avec le sport et les droits humains. On va passer aux questions en commençant par une. Donc, une personne se demande si la non prise en compte des droits humains était inhérente à ce type d'association, en parlant du comité olympique et de la FIFA, par exemple. Donc, une question qui est posée aux trois conférenciers et conférencières. On commence par Jean-Luc. Est-ce que, comme le professeur l'a dit, la Constitution olympique, en fait, sur une des premières pages, si vous allez sur le site web du Comité olympique international, vous avez les droits humains qui apparaissent en premier lieu. Ça n'a pas du tout empêché les Jeux olympiques d'être présentés en Chine, qui était peut-être le moins pire choix qui s'offrait à eux. En fin de compte, finalement, c'était soit ça ou rien, parce que plusieurs villes s'étaient désistées. Parmi les villes candidates, il y avait entre autres Oslo, qui était celle qui était toute désignée pour présenter les Jeux de 2022, mais avec un référendum qui a quand même été gagné à 55 % pour la présentation des Jeux. Le gouvernement a dit que ce n'était pas suffisant pour dépenser des sommes aussi colossales pour la présentation d'un événement. Alors, à ce moment-là, il ne restait plus que Pékin. Almaty, au Kazakhstan, était, disons, difficilement présentable là, avec tout ce qui se produisait là-bas. Alors, on a été à Pékin, malgré le fait que les droits humains étaient, surtout ce qui concernait la minorité ouïghour, c'était assez flagrant. Juste de voir le nombre d'assassinats de journalistes à travers le monde. Là. La Chine est loin devant la Birmanie, qui est deuxième. Alors, et puis encore mieux, il y avait la tempête parfaite de la pandémie de COVID. Alors, quoi de mieux pour museler les journalistes que les obliger à rester au même endroit sans bouger et sans aller nulle part. Donc, c'était absolument fantastique. Puis, il y a eu cet épisode qui avait été absolument spectaculaire dans un sens vraiment négatif du terme.
où on a vu le président du Comité olympique international, Thomas Bach, devenir finalement le porte-parole du gouvernement chinois en disant que cette joueuse de tennis qui avait dénoncé un viol qui avait été perpétré, je pense, par le numéro 6 du Parti communiste, bien, tout allait bien maintenant. Elle se reposait. La raison pour laquelle elle n'avait pas été visible alors que tout le monde la cherchait à travers le monde, c'est qu'elle voulait simplement s'éloigner des médias et qu'il n'y avait pas de problème. C'était le président du Comité olympique qui devenait porte-parole, donc, d'un régime, somme toute, totalitaire. Alors, ça montre que devant l'argent, le poids et surtout la présentation d'un tel événement, bien, les Chines se courbent très rapidement et on met nos belles valeurs de côté, là, même s'ils sont écrits en grand titre lorsqu'on ouvre les différents sites, les sites Internet du Comité olympique international. Alors, oui, il y a ce problème. Il y avait l'ancien président de la Fédération internationale de ski, M. Casper, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui, lui, probablement en fin de vie, n'ayant plus rien à perdre, aucune répercussion à assumer, bien, il a tout simplement dit ce que tout le monde pense tout bas. Il était bien placé pour le faire. Il a dit c'est beaucoup plus facile de présenter ces gros événements quand on est dans des pays communistes ou totalitaires parce qu'on ne se fait pas achaler. Alors, ça règle le problème. Et c'est comme ça maintenant qu'on va de l'avant, d'où la raison de croire vraiment que c'est important que chaque personne regarde ce qu'il fait et prenne des décisions en conséquence vis-à-vis de ces grands événements. Et un jour, si les codes d'écoute baissent par rapport à ces grands événements, bien, les commanditaires, les sponsors vont peut-être y penser à 2 fois et à un moment donné, ça va finir par paraître. Quand la caisse cesse de résonner, c'est souvent là qu'on prend des actions, souhaitons-le, positives. Merci Jean-Luc. Professeur Trilch, avez-vous quelque chose à ajouter à ce propos? Pas grand-chose, juste peut-être pour dire, en fait, on parle d'associations qui sont tellement énormes qui, je veux dire, les intérêts économiques derrière ça sont plus importants que pour certains États dans le monde. Alors, disons que, je ne sais pas si c'est inhérent, mais ces associations-là n'ont tout simplement pas besoin de prendre en compte des valeurs, tout comme souvent, elles n'ont même pas besoin de prendre en valeur les lois ou le droit en général, la légitimité ou quoi que ce soit. Alors, je pense que c'est un fait qu'elles peuvent se le permettre. Mm-hmm. Merci, professeur Trilch. Mike, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce propos? Sinon, on peut passer à la question suivante qui porte sur le... J'ai un petit mot, en fait, oui, rapidement, mais par rapport à ce que le professeur Trilch disait, je pense que ces organisations-là sont rendues tellement grosses qu'elles n'ont plus à se préoccuper, en fait, de ce que le fan moyen pense, dans le sens où elles sont un peu déconnectées. Il n'y a plus ce lien-là direct qu'il y avait auparavant avec le partisan. Donc, ça devient très difficile de mettre de la pression ou d'assembler une force assez forte et assez lourde pour mettre de la pression sur ces organisations-là. Et une des raisons qu'elles sont aussi déconnectées, c'est justement qu'il y a tellement d'argent et ça a fini par corrompre un peu le processus. Là. Merci. D'ailleurs, la question suivante, je pense qu'elle fait écho à vos interventions respectives. On vous demande comment diminuer le poids de l'économie dans l'organisation des grands événements sportifs. Donc, lire le poids de l'argent, justement. La personne qui aimerait commencer est la bienvenue. Ben, j'allais dire, c'est une excellente question, mais la réponse, je ne la connais pas. Puis si quelqu'un connaît la réponse, ben, dites-moi-le, parce que le moteur, le nerf de la guerre, c'est justement ça, c'est l'argent. C'est oui, le sport est devenu populaire, mais ce sont devenus. Puis il faut aussi, des fois, se détacher du volet romantique du sport, puis réaliser que le sport est devenu une industrie, c'est devenu du divertissement. Et c'est devenu aussi beaucoup de politique. Donc, tout ça est entremêlé à travers le sport. Donc, l'argent vient avec ça, mais c'est que ces organisations-là ont déjà tellement d'argent qu'on ne pourra pas leur enlever. Elles se servent de cet argent-là, justement, pour avoir un poids politique dans certains pays puis dans certains milieux. Donc, comment diminuer? Il faudrait que les fans, tout simplement, arrêtent d'acheter les produits, arrêtent de regarder les matchs,
qu'il y ait assez de pays qui se désaffilient de ces organisations-là pour qu'on ressente une certaine pression. Parce que même l'enquête du FBI sur la corruption à la FIFA, ben, ça n'a pas du tout ralenti les ambitions de la FIFA. Donc, c'est difficile à dire comment diminuer ce poids-là. Ça va être excessivement difficile. Merci, Michael. Professeur, oui, Jean-Luc. J'allais dire rapidement, le sport, c'est aussi un moyen, ou les grands événements comme ça, c'est aussi un moyen de montrer sa suprématie en tant que pays sans nécessairement sortir de fusil. Alors, on le voit au niveau des Jeux olympiques, toute nation va être la nation qui gagne le plus de médailles pour montrer sa supériorité. Même chose avec la Coupe du monde de football. C'est le grand gagnant, c'est en fait le maître du monde l'espace d'un instant, puisque c'est le sport le plus pratiqué à travers le monde, le football, le soccer. Alors, il y a une importance, il y a une espèce de sentiment là, qui fait beaucoup vibrer les gens si on s'attarde justement à la première strate, là, lorsqu'on regarde le sport simplement comme divertissement. Mais c'est justement, il faut regarder un petit peu en dessous pour voir un petit peu les couleuvres là, qui se promènent dans tout ça. Oui, merci beaucoup, Jean-Luc. Professeur Trilch, peut-on passer par le droit international, par exemple, pour diminuer le poids de l'argent? Ouf. Je ne sais pas, je dirais plutôt qu'il faudrait peut-être trouver une manière d'imposer le respect des droits humains malgré l'argent. On a le même problème avec ces associations-là qu'avec les grandes entreprises transnationales. Il y a trop d'argent il y a tellement d'argent qu'on peut se permettre bien des choses, mais ultérieurement, je pense que il faut arriver à une situation où on ne peut plus faire de l'argent, au moins pas autant d'argent, si on ne respecte pas un minimum de valeurs, de principes. Donc, je pense que c'est aussi à nous de faire certains choix, tout comme dans l'achat de produits, dans le visionnement des événements. Ce sont nos choix, c'est notre consommation. Alors, il faut faire des choix conscients au final. Merci beaucoup. La question suivante s'adresse à Jean-Luc Brassard. Donc, on vous demande comment pensez-vous qu'en tant qu'individu, nous pouvons faire pression sur la FIFA ou le comité olympique, par exemple, afin que ces entités prennent en compte le respect des droits humains dans ces décisions? Wow! C'est pas une question facile, ça. Mika a bien résumé. Ce sont des organisations qui, on n'est pas à la veille de ne plus voir de personnes dans les gradins pour des raisons toutes simples. C'est que ces organisations ont leur propre commanditaire et souvent, ces commanditaires vont amener leurs meilleurs clients en guise de récompense aux événements, aux Olympiques ou à la Coupe du monde de football. Ce qui est absolument paradoxal et c'est quelque chose que je soulève depuis de nombreuses années. Si vous êtes un vrai fan de votre sport, disons qu'il n'y a peut-être pas la Coupe du monde de football parce qu'on ne peut pas rentrer autant de monde alentour de certains événements olympiques, là, mais n'allez pas voir les Jeux olympiques parce que vous allez avoir de bons skieurs, c'est vrai, mais vous n'allez pas avoir l'ambiance. Parce qu'il faut le voir pour le croire, dans les estrades, vous avez des skieurs qui descendent, puis vous avez les meilleurs clients de Coca-Cola qui prennent des selfies, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent, tout simplement parce qu'ils ont reçu des billets gratuits, puis ils veulent montrer à leurs amis qui sont aux Jeux olympiques, tout simplement. Alors que si vous allez voir des championnats du monde ou des Coupes du monde, bien là, vous allez avoir vraiment les maniaques du sport qui vont être présents. Et autre ironie, c'est qu'aux Jeux olympiques, il y a tellement de sécurité, événements oblige, que passer à la sécurité d'un aéroport, c'est comme flatter un petit chaton, là, ça va super bien. Mais aller au jeu, ça demande une grosse logistique de sécurité, en plus des tarifs qui sont assez exorbitants pour aller assister aux différents événements. Alors que si vous allez voir des championnats du monde ou des Coupes du monde, d'autres épreuves, bien, non seulement il n'y a pas 24 barrières de sécurité, mais vous pouvez faire un high-five à votre athlète favori en bout de ligne, qui est le même qu'au jeu. C'est juste qu'on a enlevé tout l'aspect sécurité démesuré alentour et ça va vous coûter probablement rien. La plupart des événements sont gratuits lorsqu'on va voir des championnats du monde d'autres sports. Donc, il y a ce paradoxe-là qui existe, mais vraiment, pour faire une pression,
Là où ça fait mal, c'est peut-être d'être verbal en disant je n'achète plus des produits de tel commanditaire, de tel événement, parce que je ne suis pas d'accord qu'ils supportent l'organisation qui présente un événement en quelque part. C'est sûr que si vous le faites chez vous, vous ne le dites pas, vous le dites à vos amis, ça va avoir un certain éclat, mais quand même assez limité. Mais il y a cette patente qui existe actuellement qui s'appelle les médias sociaux. Et si vous commencez à partir, on ne sait jamais comment le délire peut partir là-dessus. Et si jamais votre idée de boycotter des produits qui sont associés à des événements qui sont présentés à des endroits qui n'ont pas d'allure, peut-être que ça peut faire boule de neige. En tout cas, il va y en avoir un jour qui va partir en spirale. Peut-être que ça va être ça qui va changer les choses. En tout cas, qui va. Des fois, changer les choses, c'est peut-être un grand mot, mais vous savez, quand on est le moustique dans une tente et on essaie de camper, là, ça peut être bien fatigant, là, le petit moustique qui n'arrête pas de faire du bruit. C'est peut-être ça qui, en bout de ligne, va peut-être changer les choses, justement. Merci Jean-Luc pour cette réponse étoffée. Justement, en parlant de médias sociaux et de médias, Michael, la question suivante s'adresse à vous. On se demande quel rôle ont les médias dans le changement des mentalités pour atteindre une pratique sportive éthique et responsable. Bien, en parler. Je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai le dilemme parce qu'au départ, je devais aller à la Coupe du monde pour moi. Puis là, je me suis dit, est-ce que j'y vais? Le Canada y participe pour la première fois depuis que je suis conscient. Puis je suis un fan de sport à la base. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Puis au final, de fil en aiguille, je me suis dit, bien, il faut que j'aille voir, il faut que je puisse témoigner. Puis c'est devenu un hybride entre aller voir des matchs, mais surtout faire des reportages, des chroniques sur comment ça se passe. Oui, sur l'ambiance, mais j'ai l'intention de voir aussi comment ça se passe autour, comment les locaux, comment ils vivent ça. Est-ce qu'on est complètement séparé de ce qui se passe localement? Il y aura les fan zones, évidemment, où on va pouvoir boire de l'alcool alors que dans le pays, on ne peut pas. Mais en dehors de ces fan zones-là, comment ça se passe? Donc, en parler, être sur place pour témoigner et parfois pas avoir peur de dénoncer aussi. Quand on parle des 6 000 morts, bien, ce sont les médias qui ont sorti cette information-là. Puis je sais que, bon, il y a toutes sortes de gens qui ne font plus confiance aux médias ou qui se demandent à quoi ça sert, etc. Bien, ça sert à ça, les médias. Ça sert à avoir cette indépendance-là de pouvoir témoigner de ce qui se passe. Ensuite, bien, c'est de continuer à en parler, je pense, tout simplement. Puis de poser des questions aussi aux politiciens, de poser des questions aux fédérations, de ne pas ignorer la situation et de ne pas faire semblant qu'il ne se passe rien et d'aller là, célébrer le sport, retourner à la maison dans notre confort, puis dire que la vie continue. Non, il faut continuer. Des documentaires comme celui qui est sorti sur Netflix, des articles de journaux, des grandes enquêtes, des entrevues. Puis des fois, c'est de montrer par l'absurde aussi. Tu sais, Seb Blatter a répondu à des questions. Ben, cette semaine, on en a parlé dans les journaux, de l'ironie et du cynisme aussi que ça engendre qu'il était à la tête de la FIFA, qu'on a accepté que la Coupe du monde se tienne au Qatar. Donc, je pense que c'est une des manières de le faire, mais évidemment, ce ne sera pas assez. Il faut beaucoup plus de pression, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut que les fans aussi, parce que tout passe par là. Hein. Le client est roi, comme on dit. C'est ça, le client est roi jusqu'au bout. C'est juste qu'il est tellement morcelé que c'est difficile d'avoir cette traction-là pour faire changer les choses. Merci, Nicole. On a parlé de boycott des individus, mais la question suivante se pose et on se demande si les boycotts politiques de certains pays, comme ceux effectués par les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou encore l'Australie, qui n'ont pas envoyé de représentants politiques aux Jeux olympiques, est-ce que ce genre de boycott a un impact? Professeur Trilch. Je pense que je lancerai la question à Jean-Luc plus tôt parce que je m'y connais honnêtement pas assez dans les rouages internes de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact lorsque les représentants ne se présentent pas. Donc, Jean-Luc, peux-tu m'aider? Moi, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact parce que parallèlement aux Jeux olympiques, à la base de chacun des événements, il y a ce qu'on appelle une tente qui s'appelle la famille olympique ou des tentes qui s'appellent la famille olympique. Alors ça, c'est comme un espace VIP
où la crème, façon de parler, la crème de la crème, disons, c'est pas le bon terme, les plus hauts placés de différentes administrations politiques de différents pays se retrouvent au bas des pistes dans un espace là, vraiment tout inclus. Et la plupart du temps, on n'a aucune idée de ce qu'on regarde vraiment, là, parce que l'idée pour ces personnalités politiques, c'est de se retrouver à côté de grandes pointures. Alors, si le président de la Chine est présent, bien évidemment, on fait notre petit schmoozing politique et puis on se prend en photo, puis on va à la maison, puis on montre non pas les exploits athlétiques, mais les exploits d'avoir été à côté d'une personne excessivement influente au niveau politique à travers le monde. Donc, il y a cet aspect-là de dire est-ce que ça renforce les liens? C'est sûr que peu importe, dès qu'on fait quelque chose que, disons, dans le cas de la Chine, dès que quelqu'un fait quelque chose que la Chine n'aime pas, bien, la Chine le fait savoir au monde entier à quel point c'est son crapaud là, de ne pas avoir été présent. Mais la vérité dans tout ça, je pense que si on regarde un petit peu le jeu géopolitique à travers le monde, c'est que tout le monde le savait là, que certains pays n'étaient pas pour être présents avec des délégations politiques. Pour des raisons humanitaires, certes, mais pour des raisons, il y a beaucoup d'autres choses, évidemment, que le commun des mortels, moi y compris, ne connaissons pas par rapport au jeu politique, des tensions ici et là. Alors, oui, peut-être que ça fait jaser. L'impact comme tel, on voit qu'en politique, ça peut changer, ça semble vouloir changer très rapidement là, au gré du vent, puis surtout des contrats qui peuvent y être associés. Mais est-ce que ça a une si grande importance? Plus ou moins au niveau des boycotts administratifs. Par contre, on a vu, ce que vous avez mentionné en entrée de jeu, si on retourne dans les années 80, le boycott des Américains, là, du bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est après l'invasion de l'Afghanistan. Est-ce que ça servait à quelque chose? Ça ne servait à rien, à part d'avoir des athlètes esselés, de s'être entraînés si longtemps, puis finalement de ne pas avoir eu la chance de courir. Parce que finalement, quelques années plus tard, ben, c'est les Américains qui ont envahi l'Afghanistan pour des bonnes raisons, peut-être ou non, ça c'est un autre point. Mais ça finit toujours par revenir finalement le balancier, puis finalement, ça n'a pas servi à grand-chose tant que ça. Puis c'est aussi que peut-être que des fois, je n'ai pas assis ma réflexion trop longtemps là-dessus, là, assez longtemps, mais de ne pas avoir de voix du tout en étant, les absents ont toujours tort, hein, de ne pas être présent à certains événements, ça peut peut-être empêcher une voix qui pourrait être dissonante, qui pourrait toujours venir sonner des cloches à certaines personnes. Donc, c'était vraiment en 2008 là, qu'il n'aurait pas fallu octroyer les Jeux ni à la Russie ni au Qatar, mais on l'a fait à ce moment-là. Et maintenant, ben, on peut dire qu'il est un peu trop tard là, pour revenir en arrière. On peut faire un coup d'éclat, mais ça va être un coup d'éclat que certaines nations, s'ils boycottent, bon, vont peut-être pouvoir payer longtemps. Merci Jean-Luc. On passe à la question suivante. Je pense que professeur Trilch a évoqué certaines normes tout à l'heure pour une meilleure pratique sportive. Et la question se demande si les organisations sportives pourraient mettre en place plus de règlements, de conditions pour faire respecter les droits des employés et les partenaires, les prestataires sur place dans le cadre des compétitions sportives. Quelle forme pourraient prendre ces normes, ces règlements-là? Bien sûr, il pourrait, mais disons la responsabilité première de mettre en place des protections pour les droits humains revient aux États. Et les États ont des obligations contraignantes en vertu des traités de droits humains. Alors, si des dispositions, des règles qui protègent les droits humains n'existent pas dans le pays, ben, c'est tout d'abord à l'État de les adopter et de créer un régime de protection des droits humains qui est efficace et fonctionnel, où les violations des droits humains sont pris au sérieux, où il y a des réparations pour des violations, où il y a des recours pour des violations qui sont accessibles et abordables. Après ça, est-ce que les associations ou les organisateurs des événements pourraient aussi faire leur part? Bien sûr, je veux dire, j'ai mentionné tantôt les nouveaux règles qui sont mis en place. Ben, si ces règles étaient assorties justement de recours, de mécanismes pour se plaindre et pour obtenir réparation en cas de
déjà, ça serait un signe que l'organisation veut vraiment rendre l'application de ces règles efficace, parce que c'est facile de s'engager lorsqu'il n'y a aucune conséquence dans le cas où on ne respecte pas son engagement. Alors de dire, voici, on crée aussi un mécanisme de plainte, mais je dirais, ça serait réconfortant pour savoir que l'organisation veut vraiment voir ces règles appliquées. Merci beaucoup. Et pour compléter, on peut ajouter une question qui porte sur le rôle des organismes, des ONG et leur poids sur les décisions des instances telles que le Comité olympique ou la FIFA. Est-ce que ces organismes, est-ce que ces ONG ont une pression à faire pour atteindre un sport plus éthique et responsable? La question s'adresse tout autant à professeur Trilch qu'à Jean-Luc et Michael. Oui, Jean-Luc. Moi, je dirais certainement. Sans être au détail de tous les tenants et aboutissants de tous ces référendums qui ont eu lieu principalement en Europe contre l'attribution de Jeux olympiques dans certaines villes, on peut comprendre que les ONG ont joué un rôle là-dessus. Et pour résumer un peu, le camp du non pour la ville de Sion qui refusait de recevoir qui voulait obtenir les Jeux, mais dont la population finalement a dit non. Le slogan était 3 semaines de fête, 30 ans de dette. Et en quelque part, c'est un peu le leitmotiv qui a conduit de nombreuses villes à dire non à cette immense fête, mais dont le prix à payer, et c'était le journaliste de Radio-Canada, Guy Daou, qui disait ça, le Comité olympique international a la mauvaise habitude de repartir chez lui avec les profits et de laisser les déficits sur place. Et justement, les ONG ont sûrement contribué un peu à faire passer le message et à changer les mentalités. Et à partir du moment où on change les mentalités, évidemment, on voudrait que ça se fasse en un claquement de doigts, mais ça prend un petit peu de temps, mais la graine est semée. Et après ça, ça peut faire un mouvement qui change les choses, définitivement. Merci, Jean-Luc. Michael, professeur Trilch, quelque chose à ajouter? Je pense qu'il y a de la valeur autant dans les coups d'éclat que dans le travail de fond ou le travail de coulisses aussi. Je pense que les ONG ont aussi certaines portes ouvertes, c'est une certaine écoute. Je pense qu'entre autres, Amnesty International a une réputation, puis il faut se servir de cette réputation-là aussi pour prendre contact avec des politiciens. Puis ça peut commencer simplement avec le député local. Tu sais, c'est pas grand-chose, mais la démocratie, c'est aussi ça, c'est d'être représenté par nos députés qui vont à la Chambre des communes ou qui vont au Parlement et qui peuvent avoir une influence éventuellement. Et c'est de changer les mentalités du côté politique, de ne pas avoir peur de jouer aussi un peu ce jeu-là. Et de l'autre côté, d'avoir des campagnes de sensibilisation, mais surtout des campagnes de mobilisation. Je pense qu'en mobilisant les gens et en sensibilisant, on peut avoir un impact. Par exemple, la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est un exemple, mais il y a aussi des interventions à faire dans les médias. Il y a à pousser ces sujets-là pour que tranquillement, dans la population, on se rend compte que oui, il y a des problèmes, puis il y a des graves problèmes, puis on est capable de changer les choses si tout le monde y met la main à la pâte, mais il faut que ça devienne un enjeu social. Puis avant que ça devienne un enjeu social, comme le dit Jean-Luc, ça peut être long. C'est pour ça qu'il faut prendre la voie aussi politique pour la voie du lobby, dans le fond, pour faire avancer ces causes-là. Merci beaucoup. Et pour conclure, professeur Trilch. Oui, ma réponse, ça serait, compte tenu de leurs ressources, les ONG en font déjà énormément. Il ne faut pas surestimer les ressources disponibles aux ONG, notamment aux ONG de défense des droits humains. Les ressources sont rares partout et souvent, ces ONG-là font déjà des miracles avec ce qu'ils ont. Et c'est aussi beaucoup de travail qui n'est pas nécessairement visible. Et je pense que si ce n'était pas pour le travail qui a été fait dans le passé, notamment avec les rapports, avec la mobilisation, on ne serait pas au point où on est maintenant de discuter quand même à relativement large échelle d'un boycott de la Coupe du monde de Qatar. Alors, est-ce que j'aimerais ça que les ONG puissent en faire plus?
Oui, avec plaisir. Puis, je pense que tout le monde peut contribuer, par exemple, en faisant un don à Amnesty International. Merci beaucoup. Oui, vraiment. Merci beaucoup, professeur Trilch. Merci à vous tous et toutes pour toutes ces réponses. La question suivante revient sur le boycott. C'est clair que c'est un sujet qui attise beaucoup de curiosité. La participante ou le participant se demande si ce serait pas plus efficace de profiter de ces grandes occasions pour attirer plus d'attention sur les violations, en l'occurrence des droits humains qui se passent, et non pas boycotter les événements. Et donc, au contraire, suivre l'événement du début à la fin et signaler les problèmes et les violations qui se passent dans le pays d'accueil. La parole est à la personne qui aimerait la prendre. Ben, je vais y aller. Ah, ben Jean-Luc, vas-y. Ben, Maker, en fait, je voulais te citer. Ça tombe bien. C'est de dire que oui, les journalistes ont leur gros mot à dire là-dedans en étant présents sur place, puis évidemment en donnant un aperçu là, global de ce qui se passe dans les stades, à l'extérieur des stades aussi, puis c'est quoi la vie actuelle alentour de ces grands événements, ben, ça devient peut-être le meilleur parlophone là, pour dire qu'est-ce qui se passe sur les lieux, effectivement. Merci Jean-Luc. Michael? Ben, moi, j'allais citer Jean-Luc. Les absents ont toujours tort dans le sens, ben, il faut être là. Puis, des fois, c'est d'essayer d'apprendre, puis je pense que ce sera ma façon d'approcher aussi cette Coupe du Monde. Des fois, on a l'impression, une image nous parle à la télé, mais elle ne nous parle pas autant que d'être sur place et de sentir l'inconfort. Puis c'est ce que plusieurs journalistes disaient quand ils allaient en Chine, par exemple. C'est de sentir qu'on parle aux gens, ils nous donnent une réponse, mais on sent que ce n'est pas la réponse qu'ils aimeraient nous donner. Mais ça, il faut être en face de la personne pour le savoir, pour le sentir, pour sentir la tension aussi. Est-ce que les gens sont libres de circuler? Comment? Est-ce qu'on réprime aussi parce qu'il y a des manifestations ou des moments où on ne pourra pas voir ce qui se passe parce que ce ne sera pas dans les journaux, il n'y aura pas de journalistes sur place pour le dire. Puis je pense au cas, entre autres, d'un jeune homme qui était allé travailler au Qatar puis qui était revenu en disant ben oui, il y a eu des manifestations, puis les manifestations ont été violemment réprimées. Mais ça, on ne l'aurait jamais su si lui n'avait pas été là-bas parce que ça n'a pas fait la manchette, parce que ces régimes-là mettent le couvercle sur la marmite rapidement. Mais ils ne pourront pas le faire avec un afflux aussi important de gens qui arrivent de l'étranger, de journalistes aussi qui arrivent de l'étranger. Puis on peut penser à tous les problèmes diplomatiques que ça pourrait créer aussi si on empêche des gens qui arrivent de l'étranger de manifester ou de se prononcer. Ça risque d'être difficile, mais je pense que des initiatives comme celle de l'équipe du Danemark, par exemple, est intéressante parce qu'on en parle aujourd'hui puis ça a fait le tour de la planète. Puis je ne suis pas sûr que les Danois vont se taire rendus là-bas. Donc, ça risque d'être intéressant aussi. Puis il faut pouvoir le voir aussi, là, que ce soit avant les matchs. Puis n'oubliez pas, hein, les droits de diffusion sont vendus par la FIFA. Les diffuseurs ont aussi sont eux aussi pris entre l'arbre et l'écorce. Donc, ils vont en parler, mais je ne pense pas qu'on va non plus en beurrer trop épais. Mais s'il y a des manifestations dans le stade et qu'il y a des journalistes, ben, même si ça ne passe pas à la télé, ça va faire la manchette. Donc, c'est le genre de choses que le boycott, oui, mais le boycott à quel prix? Parce qu'on s'empêche juste avant d'avoir un accès à ces lieux-là. Merci beaucoup. Et professeur Trill, votre point de vue sur cette question? Ouais, j'ai peut-être une perspective un peu plus pessimiste par rapport à ça. J'ajouterais une citation aussi. Je pense que ça vient de Gandhi. L'histoire nous enseigne que l'histoire nous a jamais rien enseigné ou l'histoire nous apprend que l'histoire nous a jamais rien appris. Alors, on était là à Rio. On a vu que les droits des travailleurs ont été bafoués. On en a entendu parler, puis là, on se ramasse avec une autre Coupe du Monde où il y a 6000 travailleurs qui sont morts. Alors, en quoi notre présence, en quoi notre possibilité de témoigner de ces violations-là a aidé de prévenir quelque chose? Je ne suis pas sûre. Sur ces belles paroles, nous passons à la dernière question de la soirée et on se demande
quelle est la place que les sportifs de haut niveau, notamment les plus connus, devraient prendre pour accélérer le règlement des problématiques sociales et environnementales dans les pays d'accueil? Déjà, est-ce que ces personnes-là, est-ce que les sportifs de haut niveau ont un impact, ont un rôle à jouer et la parole est à la personne qui aimerait la prendre? Si les athlètes pourraient certainement jouer un rôle de premier plan. Maintenant, est-ce qu'ils le veulent? Ça, c'est une autre paire de manches. Souvent, moi, on me reproche de ne pas l'avoir fait du temps où j'étais athlète. Mais à l'époque, on ne faisait qu'encenser les Jeux olympiques. Il y avait très peu de voix dissonantes. Et moi-même, j'ai été le porteur de bonne parole du comité olympique pendant longtemps, jusqu'à temps que de mes yeux, mais tout soudainement, les discours n'allaient plus avec les belles paroles, là. Les faits, les actes n'allaient plus avec les belles paroles. Alors, est-ce que maintenant, je fais l'inverse? En tout cas, je donne un autre point de vue. C'est peut-être pas nécessairement l'inverse, mais j'offre un autre point de vue. Est-ce que les athlètes sont prêts à le faire de leur carrière? Souvent, la moindre petite chose peut les faire déraper. S'ils deviennent des gens contestés, bien, ça peut peut-être les éloigner du but premier qui est de s'entraîner. Ça revient vraiment à une question, je pense, qui est propre à chacun. Mais certainement, la journée où quelqu'un, puis on l'a vu avec le joueur de football américain, là, Colin Kaepernick, qui un jour a dit que les droits des Noirs aux États-Unis n'étaient pas respectés. Lui-même, joueur de football, avec son fameux genou à terre. Bien, la ligne a quand même changé après, mais lui, il n'a jamais plus eu de contrat par la suite. Alors, ça prenait quelqu'un qui avait du guts pour faire un acte de changement comme celui-là, mais visiblement, il y avait un prix à payer. Puis c'est peut-être ça le message qu'on voulait envoyer, mais à un moment donné, on ne pourra plus isoler ces gens-là. Je pense qu'il y a des athlètes, en tout cas, j'ose espérer qu'il y a des athlètes pour qui sont. J'en connais une en ski acrobatique, une athlète qui veut faire une différence au niveau des déplacements, son empreinte de carbone pour ses déplacements à travers le monde pour les compétitions, en voulant en quelque part essayer d'annuler son empreinte carbone. Alors, c'est peut-être une goutte dans l'océan, mais c'est une goutte. Ça en prend une pour commencer, la vague, et puis on va voir la suite des choses par la suite. Merci Jean-Luc. Michael, avez-vous quelque chose à ajouter à ce propos? Non, pas vraiment, mais je me sens toujours mal pour les athlètes parce que les carrières sont tellement courtes, alors que les dirigeants de ces organisations-là sont là beaucoup plus longtemps que la durée d'une carrière d'athlète. Donc, c'est difficile de faire contrepoids. Il faudrait qu'à chaque cycle d'athlètes, que ce soit aux Olympiques ou dans le sport professionnel, qu'à chaque cycle, il y ait toujours des athlètes qui continuent à mettre de la pression. Mais si une carrière dure 10 ans dans le sport professionnel, c'est une carrière extraordinaire. Mais 10 ans à porter cette cause-là, c'est difficile parce que les athlètes ne le font pas au début de leur carrière. Ils n'ont pas encore la stature. Donc, rendu au milieu de leur carrière, quand ils ont la stature pour le faire, un porte-voix, ben, il leur reste 5 ans, puis il passe rapidement. On regarde même Sébastien Vettel. Il commence à le faire, mais il prend sa retraite. Est-ce qu'il y aura un impact? Je ne suis pas sûr que ça va avoir un énorme impact. Lui, c'est l'écologie qui le motive. Puis de l'autre côté, c'est triste à dire, et là, je vais reprendre un petit peu l'humeur de professeur Trilch dans sa dernière réponse. À l'inverse, on a des athlètes qui, eux, font le jeu de ces organisations-là ou de ces pays-là. On l'a vu avec David Beckham. Pour moi, c'est le cas le plus probant. Il a signé un contrat en bonne et due forme de plusieurs dizaines de millions. Je pense que c'est 150 millions de livres anglaises. Ça donne à peu près 220 millions de dollars canadiens pour promouvoir le Qatar sur les 10 prochaines années. Donc, à un moment donné, puis on permet à des pays ou des organisations qui ont des comportements discutables, on va le dire comme ça pour être poli, d'investir dans le sport à l'étranger, d'investir en première ligue anglaise, par exemple, d'investir dans le sport en Europe. Donc, pour faire contrepoids, il va falloir se lever le bonheur. Là. Merci beaucoup, Michael. Professeur Trilch, peut-être quelque chose à ajouter ou une conclusion pour toutes les interventions qui ont lieu ce soir? Non, mais j'abonde dans le même sens. Je pense que c'est un choix personnel. Il faut aussi être fait pour lutter pour les droits humains. Ce n'est pas nécessairement toujours facile, qu'on soit athlète ou pas.
Mais je peux aussi comprendre la situation particulière des athlètes et aussi le défi de quand même performer. Je pense qu'on ne devrait pas blâmer les personnes qui choisissent de ne pas le faire, mais j'abonde dans le même sens que Mika. On devrait blâmer les personnes qui choisissent de contrecarrer les efforts et c'est ça, qui, comme David Beckham, comme Lionel Messi, qui utilisent finalement leur notoriété pour défaire les efforts de donner plus de poids aux droits humains dans le sport. Alors ça, c'est vraiment triste à mon opinion. Merci beaucoup pour toutes vos interventions, pour tous ces échanges fort instructifs. Merci à toutes et à tous aussi, à tous les participants et participantes pour vos questions. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des questions. Je vous invite encore une fois à passer à l'action en signant la pétition en ligne et à consulter notre page web pour plus d'informations. Suite à ce webinaire, une évaluation vous sera envoyée. Merci de nous aider à améliorer cette série de webinaires en y répondant. J'aimerais également prendre le temps de remercier encore une fois l'ensemble de nos panélistes, professeur Myria Trilch, Mickaël Guerrier et Jean-Luc Brassard pour leur participation à ce webinaire. Un énorme merci de la part d'Amnesty International Canada francophone à vous toutes et tous d'avoir participé. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et à la prochaine.